Une piste quelque part dans les montagnes de Guerrero, à quelques heures à peine de Mexico. Au volant, Ramiro, un journaliste indépendant. Par sécurité, il préfère ne pas montrer son visage. C'est lui qui va nous conduire vers ces villages où l'on produit illégalement de l'opium. Le pavot est arrivé ici à la fin des années 80 et il n'en est plus jamais reparti. C'est ici, dans cette zone montagneuse, qu'on cultive le plus de pavots dans tout le pays. 98% des villages de cette zone se sont mis à semer cette plante. Ils sèment le pavot parce qu'aujourd'hui la marijuana n'est plus rentable. Ça ne rapporte plus rien. C'est sur ce genre de terrain là-bas qu'on cultive l'opium. Mais d'ici ça se voit à peine. Vous voyez ces petites taches vertes là-bas au fond? C'est sûrement des champs de pavots. Au bout de la piste, la ferme de Juan. Il a commencé à semer du pavot dès l'âge de 13 ans. Pour lui, c'est un travail comme un autre. Et il ne voit pas pourquoi il s'en cacherait. Comme des milliers de petits paysans mexicains, il vend le produit de sa récolte au cartel. Ses parents, sa femme, ses enfants, tout le monde ici compte sur lui. Pour trouver son champ, il faut suivre une petite route à la sortie du village. Puis descendre en contrebas, près des points d'eau et loin des regards. Voilà, c'est mon champ. Une petite parcelle, quelques mètres carrés de terrain qu'il cultive avec son jeune frère. Le pavot, une plante si jolie et à la fois source de tant de souffrances. La guerre de la drogue au Mexique, ce sont des dizaines de milliers de morts et de disparus. Les enlèvements au milieu de la nuit, la torture et les valises de dollars. On oublie que tout commence par une petite fleur au milieu d'un champ. Juan, lui, ne se considère pas comme un narcotrafiquant. Nous, si on sème du pavot, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Ici, il n'y a pas d'autre travail. Tout le monde fait ça. C'est le seul moyen de gagner sa vie. Ce n'est pas en cultivant du maïs que je vais survivre. À 25 centimes le kilo, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que tu gagnes à ce prix-là? Rien. Il faudrait que je vende beaucoup de maïs pour subvenir aux besoins de ma famille. C'est pour ça que j'ai arrêté les études et que je me suis mis à semer du pavot. D'abord pays de transit de la cocaïne sud-américaine, le Mexique est devenu le 3e pays producteur de pavot au monde, derrière l'Afghanistan et la Birmanie. Il viserait même la première place et fournit l'essentiel du marché américain en héroïne. La matière première, c'est cette substance visqueuse qu'on appelle la gomme d'opium. Là, on incise des bulbes pour faire sortir l'opium. Ça y est, ça commence à sortir. Dans 2 heures environ, toute la gomme sera sortie du bulbe. D'abord, on fait une légère entaille, et demain, on viendra récolter l'opium. Ici, les cartels sont invisibles. Les acheteurs de petites mains qui font le tour des villages. Juan, lui, ne serait sous la menace d'aucun cartel en particulier. Ici, personne ne nous oblige à vendre. Si on ne veut pas vendre notre opium, on ne le vend pas. Les acheteurs ne nous menacent pas. Si le prix ne te convient pas, tu attends qu'un autre acheteur passe. À l'abri dans leur montagne, Juan et son frère restent loin de cette violence qui se déchaîne un peu plus bas, dans la vallée. Par désintérêt ou par crainte de représailles, ils préfèrent même ne pas en entendre parler. Nous, toute cette violence, on s'en fiche. Les cartels, ils font ce qu'ils veulent, ça les regarde, chacun ses problèmes. C'est vrai, parfois ça dérape, ils se tuent entre eux. Mais ici, c'est pas comme ça. Ce qui se passe là-bas, c'est pas nos affaires. Nous, on fait notre boulot ici, on travaille dur. Tout le monde parle de ces violences, mais qu'est-ce que j'y peux, moi?
Pourtant, au Mexique, et particulièrement ici, dans l'état de Guerrero, la mort est partout. 36 000 meurtres pour la seule année 2016, c'est 3 fois plus qu'en Afghanistan. Les victimes se réduisent à des chiffres, bons pour les journaux ou les statistiques. Peu importe la douleur des familles, le manque, le deuil parfois impossible. On retrouve les corps au petit matin, jetés sur la voie publique. Alors pour qui ou pourquoi se bat-on finalement? Pour le savoir, nous avons rencontré un sicario, un tueur à gages qui travaille pour le compte d'un cartel. Au début, je vendais des disques piratés et je payais un impôt au cartel. C'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter ces gens-là. Ils venaient me racketter. J'étais obligé de leur acheter de la marchandise. Et puis une fois que je suis rentré dans le cartel, j'ai commencé à kidnapper des gens. On contrôle la vente et le transport d'opium dans la région. On doit garder ce territoire et les voies de communication. C'est pour ça qu'on se bat entre cartels. On sait exactement qui entre et qui sort des villes. C'est tout l'argent généré sur ce territoire qui rentre dans les caisses de notre organisation. Mais pourquoi cette guerre entre cartels? Pour le pouvoir, pour le contrôle du trafic de drogue, le contrôle du territoire, pour que tout l'argent généré sur ce territoire finisse dans la poche du patron. Direction la Tierra Caliente, la Terre chaude, ou encore l'Infiernillo, le petit enfer. Une zone connue pour une guerre incessante entre une myriade de cartels. Au milieu, les paysans. Si vous vendez votre opium à un cartel, vous êtes victime de l'autre. Mais aussi la population urbaine. Si vous êtes sur leur territoire, vous risquez enlèvement et demande de rançon. C'est exactement ce qu'il s'est passé ici, à San Miguel Totolapan. Mais les habitants ne se sont pas laissés faire. Javier et ses hommes ont employé les mêmes méthodes que leurs agresseurs. Et fin 2016, leur prise de guerre a attiré l'attention de tout un pays. Dans la région, le cartel dominant s'appelle les Tequileros. En décembre dernier, ils ont kidnappé un citoyen de notre village. Nous, on n'en pouvait plus de ces enlèvements et de ces assassinats à répétition. Alors on a décidé d'enlever la mère du chef des Tequileros. On savait qu'elle était catholique et on a attendu qu'elle vienne assister à une messe à l'église. C'était le seul moyen de négocier. On l'a capturée et de là, on a lancé notre mouvement d'autodéfense. Mon fils, libère celui que tu as enlevé, s'il te plaît. Si tu le détiens, je t'en supplie, relâche-le. Le gouvernement de la province est intervenu pour libérer l'otage. Et en réponse, nous avons relâché la mère du chef du cartel, le Tequilero. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Peu de Mexicains survivent à un enlèvement. Alors que subissent ceux qui tombent dans les griffes d'un cartel? Le tueur à gages que nous avons interviewé raconte. Quand on enlève quelqu'un, il n'y a aucun moyen qu'il s'échappe. On le met dans la voiture, et sur le trajet, on commence à lui mettre des coups. On le menace avec une arme. Ensuite, on l'attache. On le tape encore, on lui donne des coups de coude, on lui parle de sa famille. Et une fois arrivé, on le tabasse, on le jette par terre. S'il est capricieux, on l'attache à la voiture et on le traîne, jusqu'à ce qu'il crache le morceau. Il y a toujours une information à lui soutirer. On ne le met pas dans un trou tant qu'on n'a rien appris. Et ensuite, on en finit avec lui. Voilà 6 mois maintenant que Javier et son mouvement d'autodéfense
ont repris le contrôle de leur village. Les habitants circulent enfin librement, les écoles ont rouvert. Ici, le cartel des tequileros a été mis hors de nuire. Leur chef, lui, s'est réfugié dans les montagnes alentours. Le tequilero se cache là-bas au loin. C'est son village natal. Il a fui dans les montagnes pour éviter d'être pris par la police. Nous leur avons repris ce poste d'observation. C'était une de leurs positions. Maintenant, c'est nous qui les surveillons. Ici, on peut voir tous les villages alentours. Et on sait qui passe sur cette route d'accès là-bas. Et puis on garde un œil sur notre propre village. On a une vue panoramique totale, une surveillance à 360 degrés de toute la zone. À quelques kilomètres de là, les habitants du village de Valleluce, eux, n'ont pas pu se défendre. Je vais demander la protection de la police pour qu'on puisse entrer dans le village. Là-bas, ils ont vécu vraiment une vague de violence terrible. Beaucoup de mineurs ont été enlevés par les cartels, recrutés pour devenir des tueurs à gages. On voudrait se rendre à Valleluce. Vous pouvez nous accompagner ? Voilà l'entrée. Vous allez voir, c'est presque un village fantôme. Il n'y a quasiment plus personne. 150 habitants environ, sur les 3000 qui vivaient ici. Commerce fermé, services publics totalement absents. La vie a quitté le village. Quand les gens ont compris qu'ils risquaient d'être kidnappés et recrutés de force par les cartels, des familles entières ont préféré quitter la ville. Les bus n'arrêtaient pas d'aller et venir. 40 personnes le matin, puis 40 autres le soir. En une semaine, tout le monde était parti. Ça a été comme un exode massif, l'exode de Valleluce. Les déplacés internes de la Tierra Caliente ne reviendront jamais. Dans le pays, ils seraient des dizaines de milliers dans ce cas. On les retrouve à des centaines de kilomètres plus au sud. 2 policiers surveillent des baraques construites à la va-vite. Un terrain vague de quelques hectares acheté par le gouvernement de la province. Ni eau courante, ni électricité. Une cinquantaine de familles ont trouvé refuge ici. Après l'assassinat de son mari, Catalina s'y est installée avec ses enfants et petits-enfants. Pour rien au monde, elle ne serait restée là-bas. On était dans la maison avec mon mari quand on a entendu les tirs. On est sortis très vite. Mon petit-fils, lui, était dehors. Mon mari a voulu le mettre à l'abri à l'intérieur et ils lui ont tiré dans le dos. Je l'ai vu tomber par terre. Si vous étiez resté là-bas, que se serait-il passé? Là-bas, mais tous mes fils seraient morts et moi avec. On serait tous morts. Ils s'attaquaient même aux femmes et aux enfants. Non, vraiment, on serait tous morts. Il ne resterait plus aucun d'entre nous. Les traumatismes subis déchirent le tissu social de la société mexicaine. Les plus jeunes resteront marqués à vie. Quand j'entendais les coups de feu, les rafales de tir, je me cachais sous le lit.
Mon père nous avait même creusé à tous un trou pour qu'on se cache. Et quand ça tirait, il nous jetait dedans. Moi, j'ai fait un cauchemar. J'allais à l'école et on me coupait la gorge avec une tronçonneuse. Les méchants arrivaient, ils avaient bu, ils m'attrapaient et ils me tranchaient la gorge. Ici, c'est bien, mais on n'a pas nos jouets, nos vélos. Là-bas, on pouvait faire du vélo et aussi jouer aux petites voitures. On aimait bien vivre là-bas, mais les méchants sont arrivés. Ils nous ont tout pris et après, ils ont tout brûlé. Ensuite, on est venu ici, mais ils nous ont suivis. Et ils ont tué mon oncle à Ayutla. C'est les mêmes qui nous poursuivent jusqu'ici. C'est eux qui ont tué mon fils. Et pourtant, on n'a aucune histoire avec personne. Tout le monde s'entend bien avec mes fils. Je n'arrive pas à comprendre. Mon esprit ne peut vraiment pas répondre à toutes les questions. Dans ce pays, il n'y a pas un seul cartel qui se bat sans imposer la peur. L'idée, c'est de voir qui va le plus loin, qui fait les choses les plus atroces. Vous avez déjà tué quelqu'un? Oui, Combien de personnes? ça je peux pas vous le dire. Vous tueriez un enfant? Oui, Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, personnellement? la première fois que vous tuez quelqu'un. Enfin, la première fois que vous découpez quelqu'un. Ça marque. À partir de là, vous n'avez plus peur de rien. À partir de 2005, le cartel des Zetas commence à faire régner la terreur dans le nord du pays. Depuis, le scénario mexicain repousse les limites de l'horreur. Mise en scène macabre, menaces et insultes inscrites sur les corps mutilés. Dans le champ de Juan, les bulbes sont enfin mûrs pour la récolte. La pâte d'opium sera ensuite transformée en héroïne. Des quantités minuscules qui viennent alimenter les laboratoires des grandes organisations criminelles. Ça, c'est de la bonne gomme d'opium. Elle est bien brune. Pour avoir 1 gramme, il faut que je récolte une dizaine de bulbes. 1500 € pour 1 kilo d'opium de ce côté de la frontière. Une fois transformé en héroïne et vendu dans les villes américaines, les marges explosent, jusqu'à 10 000%. Toutes drogues confondues, certaines estimations parlent d'un marché de 30 milliards de dollars. À peu près autant que les exportations de pétrole mexicain. Et si Juan, lui, n'en récolte que les miettes, cette culture suscite malgré tout la convoitise chez les jeunes du village. Sur l'année, je peux gagner 800, parfois 1000 €, mais pas plus. Les jeunes ici, quand ils voient que ça gagne bien, que certains arrivent à s'acheter une belle voiture, construisent leur maison, ça leur fait envie. Ils se disent « Ah, moi aussi je vais semer du pavot ». Mais pour la mère de Juan, les choses ne sont pas aussi simples. Pour elle, c'est un métier risqué, car illégal. Ce n'est pas un travail sûr. On a toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Il doit se cacher comme un voleur pour travailler. Et l'armée ne le laisse pas tranquille. Ils viennent et ils détruisent tout. Base militaire de Ciudad Altamirano.
le 34e bataillon de l'armée de terre, l'un des quartiers généraux de la lutte antidrogue dans l'état de Guerrero. Aujourd'hui, une trentaine de soldats ont été appelés. Leur mission ? Détruire une grande plantation de pavots repérée il y a quelques jours par satellite. Le champ en question est situé à plusieurs heures de route. Mais en chemin, le convoi s'arrête. On tient à nous montrer une importante saisie d'armes et de munitions. Nous avons saisi 11 armes de guerre, 6 armes de poing et 2 véhicules, dont un est blindé. Des cartouches de calibre 2,23 et des balles de Kalachnikov. En général, ici, les cartels ne cherchent pas à affronter l'armée. Quand ils sont découverts, ils fuient ou se mêlent à la population. Ils abandonnent tout sur place. Ces armes viennent de pays différents. On ne sait pas comment elles sont entrées au Mexique. Ce qu'on sait, c'est que les cartels les achètent avec l'argent de la drogue. L'armée mexicaine soigne sa communication. Régulièrement accusée de corruption, voire d'implication dans le trafic de drogue, elle veut montrer qu'elle lutte énergiquement contre le crime organisé. Notre combat contre le trafic de drogue est constant et permanent. Même si les paysans continuent de semer du pavot, nous détruisons leurs champs. Nous leur menons la vie dure. Nous maintenons une présence constante sur les zones de production. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, la présence massive des militaires dans plusieurs États du Mexique n'est pas parvenue à contenir le narcotrafic. La faute à un travail de renseignement pas suffisamment efficace. Ces montagnes et ces vallées escarpées couvrent un territoire si vaste qu'il est difficile d'en déloger les trafiquants. Les groupes criminels ont ainsi tourné le rapport de force en leur faveur, grâce notamment à une meilleure connaissance du terrain. En général, quand on arrive, ils sont tous partis. Quand ils nous voient passer dans les villages, ils donnent l'alerte. S'ils étaient en train de travailler, ils s'en vont. Ils évitent tout contact avec nous. Paré à détruire le champ ? En avant. Tous les jours, les hélicoptères de l'armée survolent cette zone pour localiser les taches roses des plantations de pavots. Puis les soldats viennent éradiquer les cultures. Ils en ont acquis une telle expérience qu'ils vont détruire ce champ en moins de 2 heures. Nous avons donné un bon coup d'arrêt à la délinquance. Ce champ fait près de 2000 m². Nous progressons et nous obtenons de bons résultats. Chaque année, les champs de pavots diminuent. On peut garder le contrôle. On peut arriver à la paix dans ce pays. Mais les paysans sèmeront de nouvelles graines. Et le rituel se répétera. Ils réinstalleront ces tuyaux d'irrigation que les soldats s'empressent de brûler. Alors quelle politique de lutte contre la violence et le développement exponentiel des champs de pavots au Mexique ? Certaines voix se sont élevées récemment pour légaliser l'opium à usage médical. Mais dans un tel contexte de violence, sa mise en place semble difficile. Au niveau international, d'autres encore remettent complètement en cause les politiques de prohibition en vigueur depuis un siècle. Je n'ai pas peur. Je ne vole personne. Je ne tue pas. Je ne fais que semer du pavot. Mais je ne voudrais pas que mes enfants fassent la même chose. Je préfère qu'ils aillent à l'école. Mon rêve, ce serait de partir d'ici. J'ai pensé à New York. J'ai pas le choix. Je cultive du pavot ou j'émigre. Pour le Mexique, le défi reste entier. Ou le pays gagne en démocratie, ou les groupes criminels continueront de semer le chaos.